peut-être tout le monde n'est-il pas au courant du contenu de la charia, d'ailleurs très probablement, puisque sinon les choses ne seraient pas ce qu'elles sont dans nos pays aujourd'hui. Eh bien, nous allons faire cette mise à niveau, et vous allez comprendre pourquoi l'introduction progressive dans la charia dans nos pays est quelque chose d'épouvantable, d'incompatible, de fondamentalement incohérent. On nous présente aujourd'hui comme la normalité quelque chose qui est fondamentalement anormal. L'arrivée de la charia dans un système démocratique est une aberration, un errement de la logique, ça devrait être normalement impossible. Vous ne vous implantez pas vous-même une tumeur cancéreuse, sauf si vous avez un réel problème. Eh bien, permettre la constitution d'une infrastructure de propagande dont je parlais ce matin, les mosquées, les centres culturels et les écoles islamiques, il faut savoir que cette infrastructure d'endoctrinement n'a qu'une seule fonction, introduire la charia. On ne devrait pas parler de mosquée, on devrait parler de centre de diffusion de la charia. Et ainsi, les choses seraient posées de manière beaucoup plus juste et surtout beaucoup plus compréhensible. Aujourd'hui, quand on nous dit « acceptez-vous qu'une mosquée se construise dans votre quartier ?» vous répondez « bah ma foi, pourquoi pas, les musulmans ont bien le droit de prier ». Si on vous posait l'exacte même question, mais avec un intitulé correspondant à la réalité des faits, c'est-à-dire « monsieur ou madame, acceptez-vous qu'un centre de diffusion de la charia soit construit dans votre quartier ?» votre réponse serait très probablement différente, et je peux vous assurer qu'après le petit exposé rapide sur la charia, elle serait différente. La charia est fondamentale. Nous devons parler de charia. Nous ne gagnerons pas le combat de l'islamisation, nous ne gagnerons pas le combat de la désislamisation sans parler de charia. Nous ne pouvons pas faire cette économie. On ne nous en parle jamais, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la charia. Qu'est-ce que la charia ? La charia, tout simplement, c'est la loi d'Allah. C'est la loi d'Allah dans le sens du... Vous savez, Allah a beaucoup de noms, et bien parmi ces noms, il y en a un qui s'appelle Al-Jabbar, celui qui domine et contraint. C'est la loi qui est imposée, la loi qui est voulue, qui est imposée par Allah à l'humanité. Et cette charia, ce système légal, ce système social, ce système sociétal, c'est un système total, a des caractéristiques. La charia est un système total comprenant un droit spécifique, différent d'une autre, le fiqh, une éthique, la soumission, je rappelle qu'islam veut dire soumission, et non pas peine, et un comportement qui va avec un comportement spécifique. En effet, ce droit, cette éthique, détermine d'un comportement. La charia a des caractéristiques fondamentales. Elle se qualifie elle-même de système supérieur. En effet, c'est censé être un système divin. Donc la charia, les partisans, les propagateurs de charia nous expliquent que leur système est supérieur au nôtre. C'est un système abrogatif. Alors ça, on ne vous le dit pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que c'est un système qui a pour vocation de remplacer les systèmes déjà existants. En effet, un système supérieur est meilleur que les systèmes précédents. Donc le système arrive, s'impose et remplace. Le problème, c'est que ce qu'il est censé remplacer, c'est notre système sociétal, c'est notre système légal. Il y a une autre caractéristique qui, elle aussi, n'est pas connue et dont personne ne vous en parle, bien sûr, évidemment, c'est que c'est un système insécable. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un système insécable ? Eh bien, pour imaginer, voilà, c'est un bloc de granit. C'est-à-dire que c'est un système qui, comme il est ordonné par Dieu, nous n'avons pas, les humains n'ont pas la capacité d'en refuser un seul morceau. Et le corollaire de cette caractéristique, souvent peu explicitée, c'est que accepter le premier morceau, c'est s'engager dans une pente qui vous fait accepter le reste. Ce qui veut dire que accepter un voile dans la rue, qui est une prescription de la charia, accepter les barquettes de poulet halal dans votre supermarché, qui est une prescription de la charia, c'est à terme vous exposer à la lapidation, au djihad, etc., qui sont aussi des prescriptions de la charia. Et le voile islamique n'est pas plus ni moins une prescription de la charia que le djihad. Alors j'entends djihad au sens combat armé contre les mécréants, et non pas comme les baratins qu'on nous sort à la télé sur le conflit interne contre les passions. Ça, c'est ce qu'on vous sort à vous. Dans les manuels de charia, le combat armé est présenté comme un devoir communautaire pour les musulmans. Et c'est pas présenté, ça fait partie de la loi. Donc, supérieure, abrogative, insécable, et enfin, immuable. Et oui, en effet, il faut savoir que
toute la connaissance de cette loi divine ayant été en théorie révélée par un prophète, en grande partie imaginaire, je vous rassure, ce prophète étant mort, et il est précisé que personne ne peut révéler quoi que ce soit d'autre après lui, ce qui veut dire que voilà, les prescriptions sont révélées, la loi elle est là, et personne n'a l'autorité pour changer quoi que ce soit. Alors, elle a des caractéristiques et elle a surtout des contenus. Alors, dans la charia, il y a des obligations rituelles, les prières, le pèlerinage, etc. Il y a des règles fiscales, il y a des règles commerciales, il y a des règles de succession, il y a des règles maritales, il y a des règles de justice, et enfin, il y a des obligations diverses de comportement et de croyance pour les musulmans et pour les non-musulmans. C'est quand même un des seuls systèmes qui prescrit des choses pour les gens qui n'en font pas partie. Quand je parlais de système total, effectivement, vous voyez, tous les aspects de la vie sociale, tous les aspects de la vie sociétale sont couverts par la charia. Sauf qu'il y a un léger problème sur quelques-uns de ces points, c'est qu'ils sont incompatibles avec les nôtres, illégaux, et dans certains points, totalement criminels. Parce qu'en effet, il est précisé, ne serait-ce que pour ça, que quitter la religion islamique vous expose à être tué. L'air de rien, c'est quand même un crime chez nous. La charia est un système, quand il est appliqué, qui discrimine. En effet, il n'y a pas d'égalité de droit dans la charia. En fonction de votre sexe, en fonction de votre croyance, en fonction de votre appartenance à telle ou telle croyance, vous n'avez pas les mêmes droits. C'est un système fondamentalement discriminatoire. C'est un système qui détruit les libertés individuelles. On se moque de ce que vous pensez. Vous n'avez pas la possibilité de changer la loi, votre liberté individuelle est contrainte par les règles, vous n'avez pas de liberté individuelle à part celle d'appliquer la charia. C'est un système qui promeut et utilise la violence. Dans tous les codes de charia, vous avez des chapitres sur le djihad armé. Je vous recommande la lecture d'un livre que vous pouvez trouver en PDF sur Internet, pour ceux qui sont anglophones, ça s'appelle Reliance of the Traveler, qui est un code de charia et qui vous explique dans le chapitre sur la justice le djihad, en précisant que c'est une obligation communautaire pour les musulmans. Le djihad armé, j'entends bien. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le titre ? En français, Reliance of the Traveler. Vous tapez là-dessus, vous tapez Reliance of the Traveler PDF et vous trouvez ce texte. C'est un code de charia, page 599. Le djihad est une obligation communautaire pour les musulmans. Donc c'est un système qui utilise et promeut la violence. Et enfin, c'est un système qui légitime l'esclavage. L'air de rien, quand aujourd'hui vous avez des gens qui font la propagation, qui font la promotion de la charia, ils font la propagation d'un système insécable, je vous rappelle le pavé de tout à l'heure, et dans ce pavé, il y a l'esclavage. On diffuse librement aujourd'hui en Europe une doctrine qui contient la légitimation de l'esclavage. Extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et personne ne trouve rien à dire à ça. Et enfin, encore une fois, ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. Et comme je vous le disais ce matin, c'est un fait de droit positif européen. La charia, donc Cour européenne des droits de l'homme, le 13 février 2003, statue dans sa grande chambre que la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Encore une fois, là, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ce type de jugement s'impose aux États européens. Dans un système sociétal basé sur la charia, il n'y a pas de nation souveraine. Vous n'avez pas la capacité de voter vos lois, puisque les lois ont été votées par Allah. Il n'y a pas de démocratie, parce qu'encore une fois, on ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent, la loi est la loi, et les gens n'ont rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de liberté d'expression. En effet, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais les pays de l'OCI ont pondu une déclaration des droits de l'homme en islam qui précise que la liberté d'expression, c'est de dire tout ce qu'on veut du moment que c'est en accord avec la charia. Il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté religieuse, vous avez une seule liberté, celle de vous convertir à l'islam. Ou de vivre dans un statut inférieur si vous êtes les religions dites du livre. Et dans le reste des cas, si vous êtes musulman et que vous avez finalement découvert que ce n'était pas un système qui vous convenait, et bien trop tard, vous n'avez pas le droit de quitter, sinon on a le droit de vous tuer. Il n'y a pas d'égalité devant la loi, c'est un système fondamentalement discriminatoire. Et enfin, il n'y a pas de droit de l'homme, je ne vais pas vous les lister les droits de l'homme, la charia viole exactement l'intégralité des droits de l'homme. Donc, je vous parlais ce matin des propagateurs de charia. Ce sont eux nos ennemis. Ce sont vraiment les gens qui menacent nos droits, qui menacent la démocratie, qui menacent la structure même de nos sociétés. Et donc l'assassinat de la démocratie et des libertés, c'est exactement ce à quoi ils travaillent. Et l'islamisation, selon les propagateurs de charia, c'est quelque chose qui a été finalement un très bon exemple, ce sont les frères musulmans. Le petit logo que vous voyez en dessous,
c'est le logo des Frères musulmans, organisation dite culturelle, dite religieuse, mais qui est en vérité une vraie organisation politique théocratique, antidémocratique, qui travaille dans tous nos pays, absolument avec pignon sur rue. Eh bien, ces gens-là, Saïd Qutb, la personne dont je parlais tout à l'heure ici, Saïd Qutb, l'idéologue des Frères musulmans, dit dans son livre Milestones, page... L'islam est venu pour abolir tous les concepts tels que loi, coutume et tradition, et pour les remplacer avec un nouveau concept de vie humaine, pour créer un monde nouveau fondé sur la soumission au Créateur. C'est-à-dire la soumission à la loi du Créateur, c'est-à-dire la soumission à la charia. C'est bien ça qu'il a dans la tête des gens qu'il y a en face de nous. Des gens qui travaillent aujourd'hui sans qu'on leur pose aucune question, sans qu'on leur conteste le droit de travailler librement chez nous. L'islamisation, ça commence par le prosélytisme, qui amène à la conversion. Cette conversion est suivie d'un enseignement. Cet enseignement provoque un changement d'attitude. Tiens, tu ne devrais plus faire ça, tu ne devrais plus manger ci, tu devrais t'habiller comme ça. Ce changement d'attitude provoque de facto une ségrégation. Cette ségrégation, peu à peu, dégénère en rébellion, en attaque ou en processus de subversion. C'est ce qui se passe en ce moment chez nous. Infiltration des partis politiques, infiltration de la presse, etc., etc. Cette rébellion et cette subversion a pour but la prise de pouvoir. Là, je suis en train de vous décrire l'islamisation selon même la méthode des Frères musulmans décrite par Saïd Qutb. Cette prise de pouvoir aboutit à la destruction de l'ordre existant pour la mise en place d'un nouvel ordre basé sur la charia. Cette islamisation, en vérité, est un processus. C'est pour ça, quand vous regardez la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ne vous dites pas « Ah, tiens, on vient de construire une mosquée, voilà, ils vont être contents, ça va s'arrêter là. » Il faut regarder dans le passé, regarder ce qu'était la France ou l'Europe il y a 50 ans, regarder telle qu'elle est aujourd'hui, et après projeter, tirer les lignes vers le futur. C'est un processus. Après la première mosquée, vient une deuxième, puis une troisième, puis l'école islamique, puis les madrasas, puis le changement d'attitude, etc., etc., etc. C'est un processus. Et ce processus, qui est l'islamisation, a pour finalité, je dirais, naturelle et inéluctable, si on le laisse se dérouler, l'instauration d'un nouvel ordre basé sur la charia. Eh bien, le problème, c'est que dans la phase actuelle, donc, nous vivons en ce moment la première phase, toute la première partie de ce processus, jusqu'à la ségrégation comportementale, est un processus en réalité de subversion, qui ne dit pas son nom, mais qui est un processus de subversion, et qui est malheureusement complètement légal aujourd'hui dans nos sociétés. Et ce processus, si on l'accepte, parce que c'est légal, parce que c'est leur droit, eh bien il aboutit à la deuxième partie, qui elle, est une révolution. Alors là, on se dit, mais comment en est-on arrivé là ? En tolérant la première partie. Quand vous avez un escalier qui descend à la cave, quand vous descendez les premières marches, eh bien si vous continuez, vous finissez à la cave. Et vous ne pouvez pas légitimement vous interroger, vous dire, mais comment est-ce que je fais pour arriver à la cave ? Vous avez descendu les premières marches, ça n'allait que là. Et si vous avez descendu les premières marches, eh bien les dernières marches, il est possible que quelqu'un vous y pousse, et vous allez vous y retrouver à la cave, avec la lapidation, les bandes armées, le djihad et compagnie. Donc, nous devons abaisser le curseur de ce qui est acceptable dans nos pays, et arrêter de considérer que certaines actions, parce qu'elles ne sont pas violentes, parce qu'on nous jette le terrorisme à la figure et la violence pour masquer le travail de subversion islamique. Accepter les activités dites pacifiques, comme l'enseignement, sous prétexte que ce n'est pas une activité violente, et prétexter de la liberté d'expression, des libertés culturelles, etc., ça nous condamne à vivre la période de révolution. Nous devons baisser le curseur de l'acceptabilité des activités subversives musulmanes dans nos pays. Alors ça c'est le problème. Mais le problème, on ne va pas se rouler dedans, ça va, la cendre, les arrachages de cheveux, c'est bon. Il faut travailler à la solution, bah oui, on est au courant qu'il y a un problème. Mais par contre, la solution, où est-elle ? Est-ce qu'il y en a une ? Oui, il y en a une. La tolérance ? Non, manifestement pas. On ne tolère pas, là, encore une fois, quand vous avez une tumeur cancéreuse, vous ne dites pas on va travailler de vivre ensemble avec ma tumeur, on va parler, après tout je suis sûrement enrichi par ce genre de truc, c'est une expérience intéressante à vivre. Non, vous la coupez, vous l'enlevez. Le multiculturel, le vivre ensemble, on a vécu, on sait ce que ça donne. On ne vit pas le multiculturalisme, ça ne marche pas avec des totalitaires, ça ne marche pas avec des gens qui ont pour vocation de détruire notre société, de détruire l'essence même de ce que nous sommes et nos libertés.
Il y a cette méthode-là qui est pratiquée en ce moment par la classe politique européenne. Tout va bien, vous n'avalez pas, ça ne va pas faire mal. Il suffit d'attendre un petit peu. On pousse le problème sous le tapis. Bien évidemment pas. C'est totalement inacceptable. On ne peut pas tolérer ce qui est intolérable. La faiblesse a des limites. La vraie solution, c'est la désislamisation. Oups. La vraie solution, c'est la désislamisation. Et je disais que ce matin, la désislamisation, elle est nécessaire, elle est légale, et surtout, elle est possible. Ce n'est qu'une question de mise en cohérence avec ce que nous sommes. Nous sommes des démocrates, nous sommes attachés à nos libertés, nous sommes attachés à la démocratie. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas tolérer le travail des propagateurs de charia. Parce que la charia détruit la démocratie, détruit nos libertés, détruit nos sociétés. C'est une question de mise en cohérence. Soyons nous-mêmes, parlons des vrais problèmes, arrêtons de faire croire aux gens qu'il y a un problème religieux en France. Il n'y a pas de problème religieux en France. On a un problème politique avec des organisations qui sont des activistes politiques hostiles. Simplement, ils sont déguisés en religieux. Il faut requalifier. La première opération de la désislamisation, c'est comprendre la nature politique de notre problème et requalifier les organisations islamiques qui font la promotion de la charia. Et ça, il suffit d'être juste. On ne préjuge de rien. On dit voilà, montrez-nous ce que vous faites. Qu'y a-t-il dans ce que vous enseignez? Qu'y a-t-il dans ce que vous diffusez? Et si on y trouve de la charia, on dit messieurs, vous vous qualifiez comme vous voulez, c'est votre problème, mais nous, et nous sommes légaux à le faire, nous sommes fondés à le faire parce que nous sommes chez nous, vous êtes qualifiés d'organisation politique hostile et nuisible à la société. Et en tant que tel, nous refusons la construction de votre bâtiment, nous refusons les activités de votre société et nous demandons la dissolution de votre association. C'est la première chose à faire. Aujourd'hui, personne ne tolérerait des nazis, personne ne doit tolérer des propagateurs de charia. La désislamisation, comme je vous le disais, voilà, il faut parler de charia. Je vous ai donné un très rapide aperçu de ce que c'est, mais fondamentalement, vous avez de la charia. Incompatible, supérieure, discriminatoire, destructrice des libertés et des droits. Si on parle de ça, on gagne les débats. Si vous êtes contre la charia, vous faites partie des gentils. Et les gens qui sont en face de vous défendront la charia. Bon courage à eux. En parlant de la charia, nous avons la manière de gagner les combats de discussion, les argumentations. Et donc cette désislamisation, il y a toute une palette de manières de la faire et de la penser. Et une des manières, c'est la manière spirituelle. Et je vais appeler le père Pagès, qui va nous parler de la manière de traiter ces problèmes.